Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, chapitre 4. Ça n'a l'air de rien, à première vue, de clouer les pieds d'un homme qui ne bouge plus depuis un bon moment. Mais essayez donc, et vous verrez que ce n'est pas si facile. Il y faut de la patience, du sang-froid, une certaine élégance, de la dextérité. Je n'étais vraiment pas à la hauteur de la situation, j'étais bien obligé de le reconnaître. J'ai toujours été extrêmement maladroit, absolument incapable de me livrer aux bricolages les plus élémentaires. Comme je n'étais pas non plus ce qu'il convient d'appeler un intellectuel, ma mère en profitait, chaque fois qu'elle remarquait ma gaucherie, pour m'infliger une humiliation supplémentaire. Je n'étais vraiment bon à rien, une nullité intégrale, un zéro, du vent. Elle se demandait bien où elle était allée chercher un fils pareil. Je m'étais déjà tapé plusieurs fois sur les doigts en essayant d'enfoncer les clous dans les pieds de M. Cloret. Il est vrai que ces chaussures ne me facilitaient guère la tâche. Leur cuir épais, résistant, opposait un véritable bouclier à chacune de mes tentatives, comme si le mort, une dernière fois, essayait de se défendre farouchement. Enfin, le miracle eut lieu. Un clou a réussi à traverser à la fois le cuir, le pied, la semelle et à atteindre le plancher. Quel soulagement! J'étais sauvé? Oui, maintenant, plus grand-chose ne pouvait m'atteindre. Je me sentais invulnérable. Mon armure luisait au soleil. Aucune flèche ne parviendrait à la transpercer désormais. Seul peut-être à l'intérieur, oh oui, tellement seul, mais enfin, capable de résister à tous les assauts. Ma mame, à la cuisine, avait cessé de s'attendrir sur elle-même. Elle s'était mise à chantonner en préparant le café. « À la miaou, c'est vraiment plus romantique. À la miaou, c'est la joie pour les matous. » Elle avait vraiment une passion, ma pauvre mère, pour les chansons idiotes, surgies d'un passé lointain, sans doute de cette époque où elle était encore en vie. Goutte, gouttelette de pluie, mon chapeau se mouille. Goutte, gouttelette de pluie. Je crois bien que de temps en temps, elle se tapait un petit verre de calva, car j'entendais un sifflement bien caractéristique. Donnez-moi 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes de plus. Elle me dérangeait dans mon travail avec ses inepties, impossible de me concentrer. Enfin, le pied droit, maintenant, était solidement fixé. Il ne restait plus qu'à s'attaquer à l'autre. Si c'est ça la vie, la vie, la vie, ha ha. Si c'est ça la vie, que tous les mois n'ont... Au moins, pendant qu'elle chantait, elle venait pas fourrer son nez dans mes affaires ou m'accabler de sa pitié haineuse. Mais il fallait faire vite quand même. Elle pouvait surgir d'un instant à l'autre. Je me suis senti soulagé quand je l'ai entendue ronfler dans la cuisine. Elle avait dû s'effondrer d'un seul coup, assommée par le pinard et le pastis. De toute manière, elle se réveillerait bien assez tôt. Je me suis demandé si je n'aurais pas le temps d'aller cacher le cadavre pendant qu'elle roupillait. Je lui raconterai ensuite que M. Cloret avait pris congé discrètement, victime d'un malaise. Après tout, elle savait bien qu'il avait le cœur fragile et qu'il devait se ménager. Elle comprendrait ça, elle qui avait déjà dû faire face à plusieurs alertes cardiaques. Il y avait un risque, évidemment, qu'elle se réveille avant que j'aie eu le temps de traîner le corps hors de la salle à manger et de le descendre à la cave. En plus, il fallait déclouer le pied droit, et ce n'était pas une petite affaire. Non, tout cela n'était guère raisonnable. Mieux valait continuer sur la voie que j'avais choisie et attendre que ma mame soit couchée pour me débarrasser du cadavre. Je me suis remis à l'ouvrage et, en une dizaine de coups de marteau, le pied gauche de M. Cloret a été fixé solidement sur le plancher. Plus de danger que le corps bascule en avant maintenant, surtout si je le coinçais contre la table. Enfin, j'allais pouvoir terminer mon repas tranquillement, sans angoisse. Je me suis versé un bon verre de vin rouge pour fêter ma sérénité retrouvée et je l'ai bu à la santé de Solange. Dommage qu'elle ne soit pas là pour trinquer avec moi. J'avais faim de nouveau et j'ai fini les restes de la salade de museau avidement. C'était tellement bon que je me suis léché les doigts. Que pouvait bien faire Polly en ce moment? Peut-être m'étais-je trompé tout à l'heure, peut-être n'était-elle pas allée au cinéma avec des copains.
Peut-être ne s'était-elle pas laissée tripoter dans le noir. Oh, certainement, je l'avais calomniée. Je me sentais rempli de honte. Je lui ai demandé pardon à voix basse en me versant un autre verre de vin rouge. « Pardon, Polly, pardon, petite fille. » Elle était rentrée chez elle bien sagement. Elle avait embrassé ses parents, puis elle s'était mise à faire ses devoirs, un peu voûtée sur ses cahiers. Elle avait commencé une rédaction sur une promenade à la campagne au milieu du printemps. Les arbres cachaient le ciel, mais le jour ne baissait pas. Au contraire, les morts étaient là, tranquilles, trempés de pluie ou de rosée, on ne savait pas. Le jour ne baissait pas, mais les branches se multipliaient. Les rameaux s'étendaient. Les cyprès s'élançaient à la poursuite des cèdres. Les magnolias se gonflaient d'oiseaux et retenaient leur respiration avant de prendre leur vol. Et là-bas, dans le lointain, les champs de trèfle attendaient la grande floraison de juin. J'entendais la plume de Paulina Semilionova, enfin la plume de son stylo pour être plus exact, crisser sur la page blanche. Elle avait une petite écriture ronde, tout à fait émouvante, très régulière, avec des pleins et des déliés, une bonne écriture d'écolière. Souvent, elle se tachait les doigts et j'avais envie de les sucer pour avaler l'encre. Et parfois aussi, elle s'endormait sous la lampe, sur un livre d'aventure, à la page 52, le bras replié, le bras si fin, si fragile, avec son léger duvet blond, les veines si bleues qu'on avait envie de les caresser avec un rasoir pour en faire jaillir ce sang vermeil, éclatant, qui redonne la vie à ceux qui l'ont perdu depuis longtemps. Les filles de cet âge-là aiment bien les romans d'aventure, tout le monde le sait. Ce sont de vrais garçons manqués. Elles rêvent de pirates et d'explorateurs, d'enlèvements en pleine rue, de ciel rouge, de fantomas se faufilant au petit matin entre les maisons grises d'une banlieue infestée de criminels. Elles trimballent dans leur petit corps inachevé des désirs vagues de pays lointains et une force insoupçonnée, presque effrayante. Polly était comme ça, elle n'échappait pas à la règle, je n'y pouvais rien. Elle était endormie, bon, rien à dire à cela. Mais à quoi pouvait-elle bien rêver? À qui? Voilà que de nouveau elle m'échappait. Je parvenais certes à imaginer la couleur de l'abat-jour, vert sans doute, ou peut-être rose saumon, la demi-pénombre de la pièce où Polly travaillait, les meubles luisants d'encaustique, le chat siamois somnolent dans le fauteuil avec un air méfiant. Mais il m'était déjà beaucoup plus difficile de me représenter la couleur de ses vêtements, leur forme, jupe longue, chemisier, pantalon, col roulé, et en dessous, quoi? Slip? Et de quelle couleur? Collant? Culotte petit bateau? Rien du tout? Mais comment savoir ce qu'elle portait, la petite garce? Beaucoup de filles, maintenant, c'est vrai, ne mettent plus rien sous leur robe ou sous leur jean. Comme ça, hop, plus de problème, rien à enlever, on peut se faire tripoter n'importe où, vite fait, dans le métro ou au cinéma. On peut exciter les garçons aux terrasses de café l'été. Sale gamine, menteuse et souillée dès la naissance, sournoise, cruelle inconsciemment, ouverte, offerte, l'impureté même. De nouveau, je ne me sentais plus très bien. Je n'aurais pas dû penser à Polly. À chaque fois, c'était immanquable, ça me rendait malade. Je prenais au moins 20 kilos, j'avais l'impression que ma tête allait éclater. J'avais des palpitations, des sueurs froides, une déchirure dans le bras. Les testicules se ratatinaient, je crevais de chaud, et l'instant d'après je gelais, c'était vraiment la déroute. Ce qui me rendait presque fou dans ces moments-là, c'était de ne même plus parvenir à imaginer le visage de Polly, comme si elle n'avait été qu'un fantôme attaché à ma perte. Je me battais contre un nuage, une fumée, le rêve d'un rêve. Je donnais de grands coups d'épée contre rien. Je suffoquais dans un brouillard blanc, sans même désirer un seul instant appeler quelqu'un à l'aide. Je me suis senti si effroyablement seul, brusquement, que j'ai eu envie de supplier M. Cloret de m'adresser la parole. Je me suis approché de lui à pas de loup. Il poursuivait sa méditation silencieuse derrière ses lunettes noires. Je l'ai imploré de me dire à qui Polly pouvait bien rêver en ce moment, à quel chenapan aux mains fouineuses, à quelle caresse interdite, à quel accouplement monstrueux. Pourquoi n'avais-je pas droit de regard sur ses pensées les plus secrètes? Pourquoi s'échappait-elle toujours sans me prévenir? Que signifiait tout cela? Mon amour ne lui suffisait pas à cette petite traînée? Il lui fallait encore autre chose? Pourquoi existait-elle en dehors de moi? Est-ce qu'il pouvait me révéler le nom de ceux avec qui elle me trompait? Lui qui savait tant de choses, était-il capable de me dire pourquoi ça me faisait si mal dès que je pensais à Polly?
À quoi rimait cette souffrance intolérable? C'était donc ça qu'ils appelaient l'amour? Ils prenaient tous un air extasié pour parler de cette saloperie. Mais moi, j'aurais bien donné 10 ans de ma misérable vie, et même plus, pour qu'on m'en débarrasse à jamais de cette gangrène. Voilà que je me comportais exactement comme ma maman maintenant. Je suppliais M. Cloret. Je le secouais, je pleurnichais. Rien à faire, il ne voulait plus dire un mot, plus prodiguer une parole apaisante. Il était aussi muet et stupide qu'une borne au milieu d'un chemin, le sale égoïste. J'avais bien compris dès le début que ce type-là, au fond, ne s'intéressait absolument pas aux autres, en dépit de ses professions de foi en faveur de l'amour universel, de la fraternité, et patati et patata. Il n'aurait pas pu faire un geste, un seul, pour me rassurer? Je n'étais pas très exigeant pourtant. Je me serais contenté d'une seule parole d'espoir ou d'apaisement. Mais non, le silence absolu. Qu'avait-il à me reprocher? Rien, ou presque. M'en voulait-il de lui avoir parlé de Solange, alors qu'il me suppliait de ne pas le faire? Ce n'était pas impossible, après tout. Décidément, la pauvre Solange n'était guère populaire. Il suffisait de prononcer son nom pour que le ciel s'obscurcisse. Pour punir M. Cloret de son indifférence, je lui ai enfoncé rageusement un autre clou dans le pied droit, puis je me suis levé et je suis allé à la cuisine. Après tout, il y avait quand même ma maman, elle pourrait peut-être soulager mon angoisse. Elle s'était endormie sur la table de formica, les bras le long du corps, et si je ne l'avais pas entendue ronfler bruyamment, j'aurais pu penser qu'elle était morte, là, d'un seul coup, d'un arrêt du cœur. Je l'ai secouée sans ménagement. « Réveille-toi, maman, réveille-toi, je t'en supplie, réveille-toi !» Elle a poussé un grognement et a relevé la tête lentement. Elle m'a dévisagé d'un œil vague, comme si elle ne m'avait jamais vu de sa vie, puis au bout de quelques secondes, il m'a semblé lire une expression de dégoût dans son regard. Elle me reconnaissait enfin, j'en étais sûr maintenant. « C'est moi, maman, Jérôme !» Tout d'un coup, je n'ai plus eu la moindre vie de lui parler de Polly et de ma souffrance. Elle se serait sûrement moquée de moi, elle m'aurait humilié une fois de plus. C'était tout ce qu'elle savait faire, il n'y avait pas la moindre parole de consolation à attendre d'elle. D'ailleurs, maintenant, elle avait l'air furieuse que je l'ai réveillée. Elle parlait d'une voix sifflante, haineuse. « Et alors, c'est toi? Et alors? Tu attends quoi? Que je t'applaudisse? Que je te saute au cou? C'est toi, et après? Tu crois peut-être que je te vois pas assez comme ça, toute la journée, avec ta gueule d'idiot, non? Il faut encore que tu viennes me réveiller quand je dors? Et quand je rêve en plus? Mais à quoi tu penses? T'as donc rien dans le crâne? Qu'est-ce que tu veux? Que je t'aide à faire pipi? Que je te borde dans ton lit? Que je vienne te bercer? Je vais te dire, moi, j'en ai plus qu'assez de ta graisse, de ton regard de crétin. Je n'ai pas le moindre goût pour les eunuques. Je n'en ai jamais eu. J'ai envie d'autre chose, merde. Tu comprends ce que ça veut dire, autre chose? Et dire que j'ai tricoté des montagnes de laine pour nourrir ce gros fœtus. Oh là là, les larmes viennent à y penser. J'ai mal, tralala. Je pleure, tralalère. Je m'enfle de toutes les souffrances des autres mères. Après ma mort, on viendra se prosterner sur mon tombeau. Les familles, les chiens, les oiseaux, tout le monde. Tradéridera, on me respectera. Même le juif sus aura peur d'entrer. C'est que le tombeau sera en marbre épais, avec des lettres dorées. Indolégeables, je voulais dire indélogeables, des lettres qu'elles me réchaufferont le cœur, car elles feront lire aux autres, à ceux qui seront venus après moi, ma vie exemplaire par ces douleurs. Il y aura des gardes devant mon palais, des mamans d'anormaux comme moi, mais quand elles seront en colère, elles resteront des mères, toujours, et seront pas plus qu'un vent glissant à la surface des eaux. Tradéridera, plus de menaces à l'horizon, on dormira dans du coton. À la naissance, Jérôme, il aurait fallu te noyer dans un seau d'eau, comme un petit chat. Oh oui, voilà ce qu'il aurait fallu. Bien mieux pour tout le monde ça aurait été. À commencer par moi, mon pauvre vieux. Pour le juif sus, quelle gifle. Remarque, je le plains pas. J'ai jamais plaint un juif, surtout quand il s'introduit chez vous la nuit pour vous faire des juifs. Car le rêve des juifs, c'est un peu comme les communistes, qu'il y ait rien que des juifs et personne d'autre. Tu es né plus de 3 ans après la mort de ton père. C'est ça l'énigme. Pourtant, des fois, je crois que tu es son fils. Je sais plus très bien, finalement. À mon âge, on confond, normal. On voit plus la vie que comme un cauchemar. Les morts échangent leurs masques, on confond les visages. Peut-être que moi aussi je suis devenue un peu juive avec le temps. Contaminée, ça arrive. Tous les jours, vivre avec le fils du juif sus, on finit par s'enjuiver, que voulez-vous? La grande horreur,
C'est que le sang noir des Juifs continue à circuler à travers les morts, et qu'ainsi, on ne peut pas en sortir. Solange, on peut la comprendre comme ça, un genre d'infection. Enfin, moi, je la vois comme ça. Il n'y avait absolument rien à faire pour couper court à l'ignoble délire raciste de ma mame. J'avais essayé plusieurs fois de lui faire entendre raison, mais il y avait bien longtemps que j'avais renoncé. La bêtise est une maladie incurable. Seule la mort nous délivre de ce fléau. Tu t'es vu des fois, Jérôme? Non mais tu t'es vu, dis. C'est moi, Jérôme, et alors? Tu parles? Ça vous secoue, ça vous triture, ça intervient dans vos rêves, et puis quoi encore? Rien d'autre? T'as fini? J'étais ailleurs, si tu veux le savoir, dans un endroit où t'as jamais existé, ailleurs. Tu connais pas ça, bien sûr, toi. T'as jamais connu l'amour. Tu t'endors le soir d'un sommeil de brute, et le matin, frais et dispo, tu continues à traîner ta charogne. J'étais dans les bras de ton père, voilà où j'étais, et on faisait l'amour dans un torrent, en haute montagne. Il l'avait jamais eu aussi grosse, sa queue, et dure comme un arbre, pleine de sève. Il a attrapé une truite, comme ça, hop, dans l'eau claire, et il me l'a glissée dans le vagin. Elle remuait que c'était un bonheur parfait. Je voyais plus que le ciel bleu. Les oiseaux se défaisaient à force de les fixer. Ils m'entraient dedans, et sans souffrance. Je voyais plus que le ciel bleu, et des tournoiements autour du ciel. Tout était un peu comme en cercle. J'étais vivante ce jour-là. Nom de Dieu, j'en ai pas eu des masses des jours où j'étais vivante. Quand on me fermera les yeux, je ferai une résistance des paupières, afin de protester que j'aurais encore bien des choses à voir. J'étais un genre de douleur toute ouverte, et maintenant, la fleur monstrueuse va se refermer pour toujours. Salut. Le regard de ton père était au-dessus de moi. Il planait comme un oiseau des cimes, un busard ou un aigle. Quand je me suis retrouvée truite, j'avais de telles contractions de tout le corps que je savais plus où j'étais. Et on descendait le courant, ton père et moi, on se cognait au rocher, on se déchirait, on saignait. J'étais tout argenté dans l'écume, poisson volant bientôt, truite avec des ailes, ta mère, vers les glaciers. Pourquoi il faut se réveiller? Tu pouvais pas me laisser, dis. Salut Loupin, pédale. Tu peux pas te passer de moi une seconde? Va te faire foutre, con. J'ai rien à te dire, moi. J'ai rien à voir avec toi, rinçure de bidet. Je t'ai laissé sortir de mon ventre, que tu avais pénétré je sais pas trop comment. Je t'ai laissé sortir, rien de plus. Et tu en as profité. Et moi, si j'avais su, j'aurais pas écarté les jambes. J'aurais serré très fort, très fort. Je me serais contracté de l'intérieur, avec des renforts de haine, jusqu'à ce que j'entende tes os craquer. Flaf, l'utérus méchant, il t'aurait broyé d'un seul coup. Et personne n'aurait pleuré. C'est méchant une femme, tu sais, quand ça s'y met, c'est mâchoire. Et les mères, faudrait pas croire que c'est toutes des saintes, des vierges Marie avec leur Jésus en sucre. Oh non, des mauvaises, des qui mordent, il y en a plein, tu sais, t'illusionne pas. J'ai pas été assez ferme au début, c'est tout. Elle s'énervait, Madame Bauche, elle montait sur ses grands chevaux, elle bavait même un peu. Moi qui voulais un brin de tendresse, j'étais servi. Les caresses, tant pis, ça serait pour un autre jour. Ma mame s'est tue et a regardé la cafetière vide. Avec tout ça, moi j'ai oublié le café. Qu'est-ce qu'il doit penser, monsieur Cloret? Un homme si à cheval sur les principes, si correct. Elle retrouvait ses esprits peu à peu. Elle commençait enfin à se rendre compte qu'elle n'était pas tout à fait une truite avec des ailes. Elle se remettait à jouer les bonnes ménagères, les hôtesses attentives. Elle me donnait des ordres. Mais va donc tenir compagnie à monsieur Cloret, bon sang. Tu vois bien qu'il est tout seul. Fais-lui un peu de conversation, si tu en es capable. Allez, file, qu'est-ce que tu attends? Je ne bougeais pas. Je la regardais fixement. Elle s'est mise à avoir peur, et je sentais qu'elle faisait des efforts immenses pour ne pas me montrer qu'elle tremblait. Elle me méprisait tellement qu'elle avait honte de m'avouer la peur que je lui inspirais, comme si, à tout jamais, elle avait décrété que je lui étais inférieur. J'aurais pu l'étrangler là, d'un seul coup, ou bien la saigner comme un poulet, mais je n'en avais même pas envie. J'avais peur de me salir les mains. Je me suis contenté de murmurer. Quand Solange apprendra comment tu m'as traité, elle sera folle de rage. Tu auras intérêt à ne pas lui tomber dans les pattes. Elle a fait semblant de ne pas avoir entendu, mais je l'ai vue nettement pâlir. Voilà, le café est prêt, a-t-elle dit d'une voix un peu géniarde, sans doute pour essayer de faire diversion. Bien fort, exactement comme tu l'aimes. Elle s'était amadouée. Sans doute s'était-elle rendu compte, malgré son ivresse, qu'elle était allée un peu trop loin cette fois. Elle a placé sur un même plateau 3 petites tasses à café,
la cafetière et les pots de yaourt. J'ai vérifié discrètement qu'elle n'avait pas oublié le yaourt à la framboise, celui qui allait me venger enfin de toutes les humiliations de la journée. Heureusement, il était là, fidèle au poste, et j'ai constaté avec fierté que j'avais si bien replacé le couvercle qu'il était absolument impossible de se méfier. « Laisse le plateau, madame, tu es fatiguée, je vais le porter à la salle à manger. » Elle a eu l'air rassurée de me voir un peu radouci, et elle m'a laissé me saisir du plateau. Puis elle m'a suivi en traînant les pieds, non sans avoir auparavant happé la bouteille de Calvados au passage. J'ai disposé soigneusement les 3 yaourts sur la table, et je me suis laissé tomber sur une chaise, essoufflé, comme si je venais d'accomplir un effort surhumain. J'ai commencé à décapsuler mon yaourt, tout en jetant des coups d'œil furtifs vers ma mère, pour m'assurer qu'elle en faisait bien autant. Mais non, rien. Elle se contentait de boire le calva au goulot d'un air morne. Je l'ai regardée sévèrement. « Mamam, tu as assez bu pour aujourd'hui, ça suffit. En plus, tu devrais savoir qu'on ne boit pas au goulot devant un invité. Allez, pose ça et mange ton yaourt. C'est bon pour la santé, surtout à la framboise. » Je lui ai arraché la bouteille de calva et elle s'est mise à pleurnicher comme une petite fille qu'on prive de dessert. « Rends-la-moi, Jérôme, rends-la-moi, tu n'as pas le droit. Elle est à moi, je l'ai payée avec mes tricots. Et puis d'ailleurs, j'ai plus faim. Mon calva, je veux. Mamam, je ne te le rendrai pas avant. » « Avant quoi? Parle donc, grand bêta. Hésite pas puisque tu as décidé de me torturer, avant que tu aies mangé ton yaourt, voilà. Car le yaourt absorbera tout l'alcool que tu as dans le sang. C'est pourquoi, là où il y a poison, il y a contrepoison. Tu devrais savoir ça. » Mamam s'est mise à balbutier au milieu de ses larmes. « Monsieur Cloret, il mange rien, lui, et personne l'attrape. C'est pas juste. » Elle essayait vainement de prouver son innocence d'une manière ridicule, presque puérile. « Il a rien touché, il a pas dit un mot de la soirée, et c'est moi qu'on engueule, c'est un peu fort de café. À cause d'être vieille, on en profite, même lui. Nom d'un chien, c'est pas joli toute cette histoire. Faut pas avoir l'odorat très fin. Même les vieux crabes finissent par vous prendre le dessus. Pourtant, quand j'étais jeune, j'avais droit à des dévotions. Quand je passais, c'était pas n'importe qui. Joli comme un cœur, j'étais. Ma grande robe balayait la poussière des parcs, et on me voyait que dans un nuage. Après, des fois, il se mettait à pleuvoir, ou il y avait un orage, mais on se souvenait encore de moi. Beaucoup s'endormaient le soir, avec ma vision dans la tête. On était moins blasé dans ce temps-là. Des dentelles faisaient rêver, une cheville. Des fois, on se bagarrait pour ramasser mon gant. Une fois même, il y a eu un mort, un étudiant, qu'il m'aimait en secret depuis des années, oui. Il est mort à l'hôpital en prononçant mon nom, Marie-Louise qu'il répétait. Marie-Louise. Et après, on l'a enterré, oui. Au début, pendant quelques mois, tous les jours je suis allé sur sa tombe, quand ton père était parti pour les écritures à la mairie. J'ai été un peu amoureuse de ce garçon après sa mort. J'ai même failli tromper ton père avec. Remarque, j'aurais pas pu faire grand-chose de mal. C'était rien que des pensées, des émotions. Ah oui, c'était une époque, ça. J'étais un genre de reine. Je me souviens plus de son nom à ce garçon. Un jour, je reviendrai sur sa tombe, car elle doit toujours être au même endroit, à moins que la concession soit finie. Ça arrive, ces choses-là. Mon Dieu, on vous embarque pour la fosse commune, et vous mourrez une deuxième fois. Plus personne n'est autour de vous, rien que des terrains vagues et des ronces. Ma mame passait sans la moindre transition de l'agressivité la plus insoutenable à une innocence, une vulnérabilité presque enfantine. S'en rendait-elle compte? Était-ce un calcul de sa part? Ce n'était pas impossible, après tout. Peut-être ne jouait-elle les petites filles mélancoliques que pour se faire pardonner son incroyable méchanceté et reprendre ainsi sournoisement l'avantage, en donnant à son adversaire l'illusion de sa défaite. Peut-être aussi, et c'était plus probable, était-elle tout simplement gâteuse, oui, complètement gaga, finie, au bout du rouleau, de l'autre côté de la ligne d'ombre, ramollo, quoi. J'ai répété fermement, en détachant bien les syllabes. « Mamam, tu vas manger ce yaourt, tu m'entends? Sinon, fini le calva, et Solange en prime. » À ces mots, elle a décapsulé le yaourt et a commencé à le manger lentement, en pleurnichant toujours. Je me suis senti délivré d'un poids immense, puis envahi progressivement par une joie étrange. Toutes les humiliations balayées d'un seul coup. Victoire, enfin. Le père devait se retourner dans sa tombe. Sa souffrance était si grande qu'elle se communiquait à mon propre corps et le faisait frissonner.
À chaque cuillerée que maman me portait à sa bouche, j'avais envie de hurler de bonheur, de taper dans mes mains, d'esquisser les premiers pas d'une danse sauvage. Elle ne disait rien. Quand elle a eu fini, elle a raclé le fond du pot avec sa cuillère, puis elle m'a regardé d'un air suppliant. Maintenant que j'ai mangé le yaourt, passe-moi le calva. J'étais tellement estomaqué que je lui ai tendu la bouteille sans rechigner. Ma joie avait fondu d'un seul coup. Envolée. Ma vengeance m'avait échappé. Elle ne s'était rendue compte de rien. Aucune conscience de son humiliation. Je n'avais pas réussi à prendre l'avantage. Elle m'avait écrasé, elle m'avait piétiné, et moi, je n'avais même pas été capable de me venger. J'étais là, les bras ballants, la bouche ouverte, le fils idiot. On ne pouvait rien contre elle, décidément. Elle gagnait toujours. Elle avait peut-être même fait semblant de ne pas remarquer l'abondant dépôt laiteux sur la crème rose et son goût bien particulier. Oui, elle en était capable. Elle n'était pas gâteuse, c'était évident maintenant. Il n'y avait qu'un imbécile dans cette pièce. Moi, face à une comédienne diabolique. Comme dans les films que l'on passe en accéléré, elle changeait sans arrêt de visage, d'expression, d'attitude. Heureusement que Solange n'avait pas assisté à ma déroute. Je crois bien que je serais mort de honte. Elle ne pardonnait pas les échecs, les miens encore moins que ceux des autres. Mais que pouvais-je faire, moi ? Je n'étais pas de taille. Faible et démuni, je me battais contre des adversaires déloyaux, des truqueurs. Nos rapports étaient fuyants, visqueux. Une énorme supercherie. Quand je mourrais, je me souviendrai de la vie comme d'une méduse, d'une taille monstrueuse que l'on effleure avec dégoût, parce qu'il faut bien. Et moi aussi, je me sentais comme ça, fuyant, visqueux, comme les autres, pas épargné par le désastre universel. Oh non, mais flasque, si flasque, avec ma peau flasque, mes paroles flasques, mes histoires vaseuses, la flacidité de mes pensées et le dégoût de moi-même, au fond, tout au fond, ces flatulences qui jamais ne parvenaient à l'air libre et m'asphyxiaient lentement. Je me sentais gluant et sombre, comme si le monde dans lequel on m'avait plongé de force, à ma naissance, avait fini par devenir ma propre substance, à force. La maladie de vivre, je l'avais attrapée moi aussi, pardi. Et maintenant, je savais bien qu'il n'y avait plus qu'un seul moyen de guérir, en évitant pour toujours tout espoir de rechute. Il m'aurait fallu la prodigieuse intelligence de Solange pour triompher de ma mame. Hélas, je n'avais que ma toute petite cervelle à ma disposition, et les années d'humiliation que j'avais subies m'avaient enlevé toute combativité. J'étais bien obligé de le reconnaître. Ma mame avait retrouvé, le calva aidant, son humeur joyeuse, et elle n'avait plus qu'une obsession maintenant, faire boire un petit verre à monsieur Cloret, même de force. Jérôme, il faut qu'il trinque avec moi, monsieur Cloret. C'est notre invité, il faut pas l'oublier. Et jamais un invité ici m'a refusé un verre de calva. Pas vrai, Jérôme ? Hein, fiston ? C'est pas arrivé souvent des choses pareilles. Pourquoi tu fais cette tête-là ? J'aime pas ta tête en ce moment. On dirait pas une tête. Quelle soirée, quel triste bordel. Je m'en souviendrai. Un invité muet, comme si qu'on lui avait coupé la langue, et mon fils qui me fait la gueule, je me demande bien pourquoi. C'est un peu un genre de visite à la morgue en ce moment, j'ai l'impression. Les culs pourrissent, les intestins, les membres dévissent. Il y a des vérolles à l'intérieur, qu'elles font un bruit d'enfer. Bandez-moi les yeux, merde, j'en ai assez vu des souffrances. Les chants viennent des jardins, suffit de prêter l'oreille pourtant. Merde, j'entends encore des chants qui viennent de la vie. Des enceintes qui bêlent pour sortir leur macabé du ventre. Et moi dans tout ça. On me demande de sortir ? On me pousse vers la tombe ? La place aux autres ? Oh, mais c'est pas si simple. J'en ai encore des choses à dire. On la fait pas taire comme ça, Marie-Louise Bauche, née Coudreau. J'en ai d'excellentes à raconter, oui, faudrait pas croire. Oh oui, enfin, j'en étouffe à force de souffrir, et que personne l'écoute, ma souffrance. Allez, Jérôme, ris un peu, quoi. Un petit effort, fais pas ton bonnet de nuit. Tu peux être drôle, toi aussi, quand tu veux. On n'a qu'une vie, alors sois rigolo, nom d'un chien. Oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure, je le pensais pas. J'étais en colère, c'est tout. Ça peut arriver à tout le monde, non ? Faut être un peu indulgent. Ah, les hommes, quelle engeance, je vous jure. À qui sera le plus triste ici ? Monsieur Cloret, il est plutôt bien dans le genre. Ça, faut reconnaître. C'est pas tellement gai d'être un saint, finalement. Ils sont tous comme ça ? J'en ai marre, moi, de cette ambiance. C'est la morgue ici, décidément. On respire plus. De l'air. J'étouffe, moi. Ouvrez les fenêtres.
Je vais mettre un disque. Non, je vais chanter plutôt, ce sera plus gai. Les carabiniers d'Offenbach. Monsieur Cloret, vous aimez? Oh, et puis zut, j'ai oublié l'air. D'ailleurs, j'ai oublié les musiques. Tous les sons se sont tus. On marche sur la terre et au bout du compte, rien. Quelle farce. Quand j'étais jeune, j'étais rigolote. Une petite bouille marrante. Face de lune qu'il m'appelait mon père. Je me demande où il était allé chercher ça. Il était un peu poète, ça faut dire, dans son genre. Je me souviens plus des chansons, à peine les premiers mots, et encore. J'ai peur. J'ai peur qu'on m'enterre vivante, Jérôme. Tu sais, ça arrive des fois, c'est vrai. Je l'ai lu dans le journal. Il faudra me garder longtemps ici avant de m'enfermer dans mon cercueil. On ne sait jamais. Je pourrais me réveiller. Je me souviens plus des visages. J'aurais dû faire plus attention. Les paysages, j'en ai vu plein. Eh bien, c'est comme si j'étais resté toute ma vie dans ma chambre. J'ai rien retenu. Tout m'a filé entre les doigts. Les rivières, les arbres, les champs, fuite, les animaux. Alors, ils ont dévalé la pente, les chevaux, au galop, les chiens, les belettes, les grillons, les vers de terre, les éléphants, les dorifores, les hannetons, tous, comme s'ils avaient fui un incendie ou pressenti un tremblement de terre. Ils se sont engloutis dans le ravin. Des militaires aussi, j'en ai vu, des cerisiers, des rues en pente. À 5 ans, je voulais être bonne sœur. Oui, Jérôme. Au fait, comment dit-on glycine dans ta langue, fiston? Comment on dit jonquille? Nuit d'amour. Tu sais pas, hein? T'as pas appris. C'est ça? Alors tu emmerdes tout le monde. Tu grossis en chambre. Tu dénigres tout ce qu'ils aiment, les autres. Et tu te crois au-dessus d'eux. Pauvre chérie. Quel être exceptionnel. Ma maman m'avait jamais parlé comme ça, avec ce mélange de lucidité et de tendresse, à peine nuancé d'une agressivité indulgente, plus proche à vrai dire du ton de la gronderie affectueuse que de celui haineux qu'elle employait d'habitude pour me reprocher d'exister. Je l'aimais presque en ce moment. D'ailleurs, je l'avais peut-être toujours aimée. Je n'étais pas loin de la trouver belle, mystérieuse, avec ses mains fines, immobiles, posées sagement à plat sur la nappe. Des mains de morte, déjà, ou de petite fille. Je commençais vraiment à me demander ce qu'elle pouvait bien avoir, car elle devenait de plus en plus pâle, comme si le sang, lentement, imperceptiblement, quittait son corps pour s'en aller ailleurs, très loin, de l'autre côté des ténèbres. Je l'ai appelée doucement, tout doucement, à la manière des enfants perdus dans le noir. « Mamam, qu'est-ce que tu as, mamam? Tu ne te sens pas bien? Tu veux que j'appelle un médecin ?» J'essayais peut-être de me prouver qu'elle existait encore, qu'elle n'était pas en train de mourir, mais elle ne m'écoutait plus. D'ailleurs, elle ne m'avait jamais écouté. Ses yeux gris-vert, c'était la première fois depuis des années que je faisais attention à leur couleur, regardaient dans le vague maintenant, ou vers un horizon qu'elle n'avait jamais entrevu jusque-là, même en rêve, et cette fois, ce n'était pas l'ivresse qui était en cause. Elle n'allait tout de même pas me faire ça à moi, Jérôme, son fils unique. Elle n'allait pas m'abandonner dans cette salle à manger sinistre avec le cadavre de M. Cloret. Ma maman ne parlait plus à personne. Elle s'envolait à reculons. Elle disparaissait lentement dans la nuit avec la grâce infinie des reines de théâtre. Elle mourait sans prévenir. Elle désertait. Et je sentais la colère lentement m'envahir, comme si elle se livrait devant moi à un acte formellement interdit, vaguement obscène. Elle m'avait mis au monde alors que je ne lui avais rien demandé. C'était à cause d'elle que je souffrais depuis plus de 42 ans sur cette planète trop petite pour mon corps d'obèse, et maintenant elle s'en allait, comme ça, sur la pointe des pieds. Salut la compagnie, sans laisser d'adresse. C'était quand même un peu trop facile. Non, et non, ça ne se passerait pas comme ça. Et puis je l'aimais, moi, ma maman, même si je ne le lui avais jamais dit. Je l'aimais, oui. Pas tant que Polly, pas tant que Solange peut-être, mais presque. Je l'aimais à ma façon, sournoise, dérobée, silencieuse, honteuse. Et si je ne lui parlais jamais de ma tendresse, c'est que j'estimais que ça ne la regardait pas, voilà. Mamam, mais qu'est-ce que tu as? Tu veux que j'aille te chercher quelque chose? Du Ricard? Une autre bouteille de Calva? Tu veux une bonne bouteille de Saint-Émilion? Tous les médecins disent que c'est très bon pour la santé, le Saint-Émilion. Le drugstore est encore ouvert, tu sais, à cette heure-là. Elle ne m'a pas répondu. Elle parlait si bas que je devais faire un effort immense pour saisir ses paroles. Si bas, si vite, les mots se chevauchaient, se télescopaient, se désarticulaient comme des pantins grotesques. Ce n'étaient plus des phrases, mais un éboulis de pierre, une érosion souterraine, la grande dérive des continents, la glaciation des temps futurs, un bombardement au ralenti. Ce n'était plus mamam,
mais la voix des morts, l'anonyme voix de ceux qui ont quitté la terre depuis longtemps et ne rêvent plus que de se venger. Où est-ce que ça me faisait mal? Je ne savais pas, mais cette parole me traversait de part en part, comme un millier d'aiguilles. Elle s'introduisait sous ma peau, sous mes ongles, elle me transperçait le cœur, elle me faisait remonter la bite vers l'intérieur. Je me sentais comme un alpiniste qui dévisse brusquement et tombe sans un cri dans le silence absolu. J'en ai vu des choses, chemin faisant, poursuivait maman. J'ai pas vu grand-chose. Je vais te dire, Jérôme, ma plus grande joie de petite fille, ça a été vers 6 ans, ou 7 ans, enfin peu importe. Un jour, dans un champ, près de la maison, j'ai vu des draps séchés, en plein soleil, éclatants. J'étais presque aveuglé. C'était comme un écran de cinéma, en plus beau. J'ai fixé les draps, que je croyais que quelqu'un allait apparaître au travers. J'ai pleuré pendant une semaine, je savais pas pourquoi. Papa comprenait pas, le pauvre. Il croyait que j'étais devenue folle. Il voulait m'emmener en ville pour voir les médecins. Dans le tramway, je lui ai expliqué que je pleurais pas de tristesse, c'était l'inverse. Je pleurais d'une joie que je pouvais pas lui expliquer. J'aurais même pas été aussi heureuse si on était tous partis en tramway à la mer, pour manger des huîtres et marcher sur la jetée. Cette blancheur, Jérôme, tu peux même pas avoir idée, même la neige. J'ai retrouvé la même émotion, des années après, la première fois que j'ai vu ton père. Il était soldat à l'époque, avec de drôles de beaux habits, des dorures et des épaulettes rouges, comme les dompteurs de cirque. Après, quand il est mort, ça a été fini. Il y a encore eu de bons moments quand je m'ai mis à boire au début, le matin, à jeun comme ils disent. Mauvais pour la santé, mais à l'ivresse d'oiseau. À peine gai, à peine triste. Tu vois les visages et tu te sens follement heureuse, à cause que tu te rends compte qu'ils sont tous différents les uns des autres. Tu te mets la tête dans les mains pour pas montrer ton bonheur, et tu sors dans la rue, tu te cognes aux gens, et tu les aimes tous, même les juifs. Tu voudrais leur parler, mais tu oses pas. Tu te rends compte de ça, Jérôme? Tous les gens ont des visages différents. La vie fabuleuse, quoi. Pas un qui se ressemble. Et à l'intérieur, alors, comment ça doit être? Encore plus différent, encore plus étonnant. C'est ça la vraie merveille. Dommage qu'on s'en rende compte que quand il est trop tard, et qu'on n'a plus personne à qui causer. Si on avait su, on aurait vécu autrement, mais voilà. On voudrait bien recommencer. On les laisserait pas passer, tous ces visages. On les questionnerait, on mettrait des choses en commun. Les pas belles et les belles, seulement voilà. Ma maman m'a regardé droit dans les yeux et s'est mise à parler encore plus bas. Jérôme, il faut que je te dise. Je sais très bien que M. Cloret est mort. T'en fais pas pour moi, va. Je sais très bien qu'il l'a tué. J'ai compris assez vite. Mon pauvre vieux, je te plains. Il va falloir t'arranger avec tout ça maintenant. Il va falloir t'habituer. Ça va pas être commode. Tu étais un idiot, un genre de demeuré. En tout cas, tu essayais. Maintenant, tu es un assassin. D'ailleurs, t'étais pas un idiot. Là aussi, va, j'avais compris depuis longtemps. L'intelligence, ça vous part pas comme ça, d'un seul coup. Et toi, tu l'étais drôlement intelligent autrefois. Presque trop, que ça m'effrayait un peu malgré ma fierté. T'étais juste un peu bizarre, comme tout le monde, pas tellement plus. Seulement voilà, t'avais peur de vivre. Tu voulais pas faire comme les autres. Tu étais orgueilleux, tu te croyais supérieur. Tu voulais pas travailler, tu voulais pas te bagarrer. Tu voulais l'enfance toute la vie, le paradis. Que ça te tombe tout rôti dans le bec. Le hamac. Quel paradis, mon pauvre Jérôme. Tu as été servi. Je te souhaite bien du plaisir. Quant à ton yaourt, très drôle la plaisanterie. Bravo. Je ris, tu vois, je ris. Et pourtant, dans quelques minutes, je vais jouer au cadavre. Moi aussi, comme Monsieur Cloret. C'est pas un jeu très drôle. On gagne pas souvent. Tu croyais quoi? Que j'étais devenu gaga? Je sais, tu l'as pensé, dis pas le contraire. Je suis peut-être pas cultivé, mais je devine des choses. Franchement, tu espérais que j'allais m'évanouir, me mettre à hurler, te crever les yeux? Tu vois, il s'est rien passé, j'ai tout avalé. Là aussi tu t'es trompé, mon pauvre vieux. C'est pas sale le foutre, c'est pas dégueulasse, c'est pas humiliant. C'est comme les draps du champ que j'ai vu petite fille. La vie, t'as jamais su ce que c'était. T'as jamais aimé que la mort. Et ça, si Dieu existe, il peut pas pardonner. T'es complètement dérangé. À force, oui, t'es devenu le maboule intégral. Je vais te dire, mon pauvre vieux, je te regretterai pas. D'ailleurs, c'est vrai, je t'ai jamais aimé. On n'est pas de la même race. Tu es un minable,
et un minable dangereux. Ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte. Je regrette rien, j'en ai assez vu. Je demande pas un supplément. Maintenant, tu vas avoir 2 morts sur les bras, au lieu d'un. Je te souhaite pas bonne chance, tu le mérites pas. Puisses-tu crever dans les pires souffrances, ignoble rejeton du juif sus, que tu aies plusieurs agonies, toi qui n'as pas eu pitié de ta mère et qui n'as pas hésité à la pousser dans l'escalier. J'espère que t'auras pas de cercueil et qu'on te jettera à la voirie, au milieu de tes sœurs, les ordures. Elle a esquissé un geste de la main vers sa poitrine, et puis sa main est retombée d'un seul coup, inerte. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle portait une robe en lainage gris, toute trouée, bien trop grande pour elle. J'ai été pris d'une crise de fou rire.